chers téléspectateurs, rebonsoir. Comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoussur. Et ce soir, nous allons parler éducation. Éducation qui joue un rôle très essentiel dans le développement et l'avenir d'un pays. Et la Mauritanie ne fait pas exception, bien entendu. L'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental pour tous les enfants mauritaniens. Et le gouvernement, à travers son ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif, déploie des efforts considérables pour offrir des opportunités d'apprentissage optimales à la population. Dans cette émission, ce soir, nous allons explorer l'importance de l'éducation en Mauritanie, les défis auxquels le système éducatif est confronté et les initiatives mises en place pour garantir un enseignement de qualité pour tous. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons avec nous Monsieur Naji Saïd, qui est inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif. Également avec nous Monsieur Abdellahi Saou, qui est le directeur du patrimoine et de la maintenance au ministère de l'Éducation. Également avec nous professeur Moussa Bacheli Ba, qui est un professeur de l'université, en même temps membre du Haut Conseil de l'Éducation. Nous aurons avec nous également en direct Monsieur Ahmed Mahmoud, Soued Ahmed, si je ne me trompe pas, qui est draine dans le Hod El Gharbi. Alors bonsoir messieurs et merci de nous accompagner ce soir pour parler de l'éducation en Mauritanie. Alors faisons un tour, parlons des objectifs de cette année. Quels sont les objectifs fixés par le ministère national pour cette année scolaire, cette année que nous venons à peine de débuter? Je vais commencer avec vous. Merci beaucoup. Nous remercions la télévision de nous avoir accordé cette occasion de parler un peu des objectifs de notre ministère quant à cette année 2023-2024. Je commence par faire un appel aux parents d'élèves pour leur dire, pour leur répéter ce que son Excellence, M. de l'Éducation nationale, a dit et répété, qu'il n'est plus temps de rester en brousse ou à la maison. Ça a commencé. Les enseignants sont déjà là, les élèves moins. Et ce n'est pas tolérable. Parce qu'il y a un programme scolaire, nous avons 9 mois, attachés de ce que nous savons comme fait, comme problème, et que si ça ne commence pas très tôt, ça va finir mal. Un programme, il faut le compléter, c'est un volume horaire qu'il faut compléter, qu'il faut respecter. Les enfants doivent tout de suite envoyer leurs enfants s'inscrire et commencer parce qu'ils sont en retard. Il n'y aura pas l'occasion de répéter une leçon qui a été déjà faite. Ça, c'était mon appel aux parents d'élèves, aux honorables parents d'élèves. Donc, je vous appelle, très chers parents d'élèves, d'envoyer vos enfants à l'école. Déjà, nous sommes prêts, notre corps enseignant est là, notre encadrement est là. Les objectifs, je ne serai pas long parce que je donnerai l'occasion à mes collègues présents de parler. Notre objectif au ministère de l'Éducation, c'est chaque année de faire un peu plus, mieux. Voilà. Notre objectif, c'est de terminer une année avec des résultats aux examens nationaux assez encourageants. Notre objectif, c'est de compléter le temps scolaire. Notre objectif, c'est que le savoir qui est dispensé à l'école, que nos enfants se l'approprient, qu'ils le connaissent. Ça, c'est notre objectif. Voilà. Alors, pour compléter un peu, vous avez parlé au début, lancer un appel aux parents d'élèves, parce que nous voyons que le ministre de l'Éducation l'a signalé tout à l'heure, il n'y a pas une grande affluence encore, pas comme il faut. Il y a certains parents d'élèves qui se disent peut-être que cela va, habituellement, ça ne commence pas la première semaine, la deuxième semaine, donc ces idées reçues-là, déjà, vous les combattez? C'est une très mauvaise habitude. Chez nous. On dit que bon, voilà, ça a commencé à la 3e semaine, 4e semaine. Mais voilà, c'est une vieille habitude. En tout cas, pour les enseignants, ce n'est plus une habitude. C'est fini. Les enseignants sont en classe. Ils sont devant les classes. Le corps d'encadrement est là. Les enfants doivent venir. Les mauvaises habitudes doivent cesser. Sinon, ça ne va pas. Si l'éducation boite, tous les pays vont boiter. Il faut commencer une bonne fois pour toutes ces habitudes qu'il faut dépasser. Bon, voilà ce que je voulais dire, je le répète. Bon, le taux de présence des professeurs et du corps enseignant est déjà très bon, ça dépasse les 80%. Le taux donc de présence dépasse les 80%, plus de 80%. Les élèves, moins. Je ne dirais pas, en tout cas, c'est suivi au jour le jour, non seulement par notre ministère, mais aussi par le ministère de l'Intérieur,
qui coopère très bien avec nous. Et les parents d'élèves, l'APE, les APE, sont sensibilisés, ils font de leur mieux pour qu'on rompe avec cette mauvaise habitude. Alors, pour compléter un peu, Monsieur Samo, comment voyez-vous aujourd'hui les prémices justement de cette nouvelle année scolaire qui est quand même la deuxième année de l'année républicaine? Merci. D'abord, je remercie Al-Mauritania à travers, qui m'a donné l'occasion à travers le plateau de Zumsir pour parler en tout cas de cette deuxième année de l'école républicaine. Le ministère s'est fixé plusieurs objectifs. Afin d'accueillir dans des conditions optimales cette deuxième année de l'école républicaine. On s'est vraiment inspiré de notre expérience de l'année passée, où nous avons accueilli la première année. En général, ces objectifs s'inscrivent en droite ligne dans le programme de son Excellence le Président de la République, qui tient à améliorer l'offre éducative et à offrir aux enfants mauritaniens les mêmes opportunités, les mêmes occasions. Parce que le droit à l'éducation est un droit fondamental, comme le droit à la santé, comme le droit à la sécurité, etc. Et ce qui dit droit fondamental dit égalité des chances, dit équité. Et sans pour autant avoir quoi que ce soit contre l'enseignement privé, qui est une partie de notre dispositif éducatif, c'est l'État qui peut garantir cette équité et pas autre. C'est l'État qui peut garantir cette équité. Parce qu'il y a des zones où le privé n'intervient même pas. Parce que le privé, bon, il y a l'intérêt, il y a le bénéfice, il y a le profit. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Donc là où ils n'ont pas cet intérêt, alors ils n'agissent pas. Donc on n'offre pas les mêmes égalités. Si le privé était réparti géographiquement de la même façon que l'enseignement public, déjà on peut parler d'équité. Mais quand c'est l'enseignement public qui a une répartition géographique qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national, donc c'est à travers cette forme d'enseignement qu'on peut offrir cette équité aux enfants mauritaniens. Et à travers cette équité, on peut déjà améliorer l'offre éducative. Cette amélioration passe par beaucoup de paramètres. Il y a d'abord la partie ressources humaines. Le ministère a procédé à un recrutement cette année qui dépasse 1100 entre professeurs et enseignants, en plus des prestataires de services de l'éducation. Et on a enregistré de très bons résultats. Bon, il y a eu une amélioration dans les résultats des examens nationaux, c'est-à-dire le baccalauréat, les brevets, et le concours d'entrée en première année du collège. Donc, pour consolider ce progrès, donc, le ministère a mis sur pied plusieurs commissions qui sont chargées du suivi de l'ouverture de l'année scolaire cette année, pour mettre tout au point avant l'ouverture. En tout cas, que les enfants viennent en nombre ou qu'ils ne viennent pas, le ministère est là, les instituteurs, les professeurs sont là, le personnel d'encadrement est là, les salles de classe sont prêtes, etc. etc. Et la présence est suivie au jour le jour, à travers des commissions régionales, donc en collaboration, comme l'a dit mon collègue l'inspecteur général, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Et c'est un ensemble de mesures qui permet donc d'optimaliser l'ouverture de l'année scolaire. En plus de ça, je ne peux pas ignorer le progrès qui a été enregistré en matière d'infrastructures scolaires, parce que ma direction s'occupe un peu des infrastructures scolaires. Je sais que son Excellence le Président de la République s'est engagé à la réalisation au cours de ce mandat de 3500 salles de classe. Donc là, c'est les chiffres qui parlent. Au moment où je vous parle, mon département a déjà réceptionné et mis en service plus de 1600 salles de classe.
et nous avons plus de 1200 salles de classe qui sont en cours de réalisation. Ça, c'est en dehors des programmations qui vont démarrer, des programmations, c'est-à-dire nos expressions de besoins, qui vont démarrer sous peu, les semaines à venir, avec notre partenaire principal qui est le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Nous avons d'autres partenaires qui interviennent donc, dans les infrastructures scolaires. Nous avons la délégation nationale de lutte contre l'exclusion, de la solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Ta'azour. Nous avons le projet éducation qui relève du ministère des Affaires économiques et du développement durable, et tout comme d'autres partenaires privés qui interviennent, même des fondations, par exemple la Fondation Solidarité BNM qui a prévu de construire un complexe scolaire à Foumeglite sur leurs propres moyens. Et nous avons actuellement le patronat, la Fédération des employeurs de Mauritanie, qui s'est engagé à mettre à niveau tous les établissements au niveau de Nouakchott, aussi bien secondaires et fondamentales, qui ont besoin de réhabilitation. Cette opération a été lancée et les travaux seront réceptionnés en fin octobre, Inch'Allah. Alors nous voyons un ensemble d'infrastructures qui vont être en place et d'autres qui sont en cours. Aujourd'hui, nous n'allons pas refaire l'histoire, mais parlons quand même de cette école républicaine que l'État veut mettre en place. Voyons-nous les prémices vraiment de cette deuxième année? Comment vous la concevez? Comment vous comptez y arriver? Les objectifs? Comment vous comptez les moyens que l'État compte mettre face à ça, en fait, pour arriver justement à atteindre ces objectifs-là? Voilà. C'est une question que je vous pose à tous les trois. Donc, vous avez le droit de prendre la parole tous et de répondre parce que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, justement, oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour que justement ces familles qu'on appelle aujourd'hui à amener leurs enfants à l'école, c'est un petit peu arrêter avec cette habitude d'attendre un mois après ou 2 semaines après ou les premières vacances pour l'école, comprendre aujourd'hui l'importance que cette école peut avoir, que l'école républicaine ou que l'école en Mauritanie aujourd'hui, avec les améliorations qu'on met en place. Oui, merci beaucoup. Et merci pour la TVM pour cette invitation. Vous avez posé une première question relative à l'ouverture scolaire. Je crois qu'il est très important de noter que si l'école ouvre le premier jour, on doit apprendre le premier jour. Pourquoi? Parce qu'on a 36 semaines, et on a un programme scolaire à couvrir. S'il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures qui manquent, on n'a plus de complétude sur le programme, on n'a plus de complétude sur les horaires enseignés. Et ça, c'est très important. J'ai bien noté, observé, même ce soir, sur la TVM, le ministre lançait un appel aux parents pour qu'ils viennent à l'école. Sans doute qu'il faudrait réfléchir. On est en la 2e année de mise en œuvre de la réforme. Une réforme, c'est très lourd à conduire, c'est beaucoup de choses à mettre en place, etc. Et donc, le défi majeur, c'est de se dire, est-ce que nous remplissons toutes les conditions pour que l'offre éducative soit attractive? On sait que, traditionnellement, les parents prennent un peu de temps pour envoyer l'enfant, etc., parce qu'ils n'ont pas conscience que, effectivement, ça peut pénaliser l'enfant. Il faudrait donc approfondir un peu, rechercher. Peut-être que dans le bilan qu'on va faire de la 2e année, il faudrait regarder tous les paramètres pour voir pourquoi on reste toujours sur cette ancienne tradition. Je ne sais pas si elle est ancienne. Je pense qu'avant les années 80, les gens de notre génération, quand l'école ouvre, on est en classe et on commence. Donc il faudrait peut-être réfléchir un peu. Se préparer les fournitures peut-être. Préparer les choses peut-être. Dans les systèmes où il y a un fonctionnement correct, une année scolaire se prépare 2 ans à l'avance. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je devais aujourd'hui donner un conseil fort, je regarde, parce qu'il a dit qu'il y avait des commissions qui travaillaient, je regarde immédiatement l'ouverture de 2024, en tirant les leçons de 2022 et de 2023. Ça, donc, c'est effectivement un poids très fort. Et je pense qu'il faudrait continuer la sensibilisation au niveau des parents pour qu'ils, effectivement, aillent à l'école ou amènent les enfants à l'école. La deuxième question que vous avez posée, c'est sur l'école républicaine. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Il va de soi qu'on quitte un ancien système. La réforme introduit un nouveau système qui est tout à fait différent de l'ancien.
parce qu'il met en place une éducation de base de 9 ans, alors qu'avant on avait un fondamental de 6 ans. Il met en place un certain nombre de capacités et de compétences tout à fait nouvelles. Il affirme des droits, le droit à l'enseignement, il l'a rappelé, le droit à l'enseignement, le droit à l'éducation. Et ça, c'est des droits très forts. Donc l'école républicaine, à mon avis, revêt 4 paramètres importants. Le premier, c'est l'obligation de l'enseignement. L'enseignement est obligatoire pour tout enfant mauritanien de 6 ans à 15 ans. C'est la loi qui le dit, la nouvelle loi. Le deuxième paramètre, c'est la gratuité. Parce que si nous voulons que tous les enfants de la République aillent à cette école, il ne faudrait pas que les ressources financières soient en blocage. Il a rappelé, on n'est plus dans l'école privée, mais on est dans l'école publique. Donc, ça, c'est important, la gratuité. Actuellement, effectivement, l'État prend en charge un certain nombre de coûts d'écolage, comme on dit. Mais le parent demeure toujours participant à ce coût. Mais de plus en plus, il faudrait que l'État prenne en charge, par exemple, le matériel didactique, il subventionne, la tenue scolaire est subventionnée, l'école, l'enseignant est payé, etc., etc. Le troisième paramètre important à mes yeux, c'est l'équité. C'est-à-dire que, quel que soit votre statut et votre origine, vous devez accéder à cette école. Le quatrième paramètre, c'est la performance. C'est-à-dire que l'école, il en a parlé, monsieur l'inspecteur, c'est d'améliorer les taux de réussite, les taux d'apprentissage, etc. Pour réunir ces 4 paramètres, il y a un travail colossal derrière qui doit être fait par le ministère. Pas seulement le ministère de l'Éducation en charge de la réforme, mais tous les autres ministères qui sont en charge, qui sont partie prenante de la réforme. Et ça, c'est très important, qu'on ait un esprit d'équipe institutionnelle pro-réforme. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le seul boulot au ministère de l'Éducation et de la réforme. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur qui doit s'impliquer, il y a le ministère chargé de l'enfance et de la famille, il y a le ministère des Affaires islamiques, il y a le ministère de formation technique. S'il y a un front de ce type-là, aujourd'hui, quand vous regardez, la sensibilisation est menée uniquement par le ministère de l'Éducation. Or, tous les ministères doivent s'impliquer dans cette sensibilisation, faire corps, équipe, pro-réforme pour que la réforme avance. Sinon, si on laisse le boulot au seul ministère de l'Éducation et de la réforme, c'est des tâches énormes. Je vous donne un exemple. La loi actuelle, pour s'appliquer, a besoin de l'élaboration de 30 textes d'application. 30. Plus au moins une dizaine d'institutions. Donc la rentrée scolaire ne doit pas être laissée au seul ministère. Il faudrait, je crois, les APE, l'association des parents d'élèves, fait son boulot, les COGES font leur boulot, mais il faudrait beaucoup plus, vraiment. Mais pour convaincre le parent pour qu'il amène son enfant, il faudrait lui montrer la valeur ajoutée de l'école républicaine. Et ça, c'est très important. Merci. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui justement au ministère qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour montrer la valeur justement à la peine, aux parents d'élèves, aujourd'hui de la valeur ajoutée de cette école nouvelle que met en place l'État, ou qu'a déjà, enfin, la roue est déjà en marche? Parfait, merci. Nous, l'école républicaine, la loi d'orientation, quand est-ce qu'elle a eu lieu, celle-là? Elle est l'émanation de concertations régionales qui ont abouti à des concertations nationales qui ont donné cette loi d'orientation qui a fait naître cette école républicaine. C'est une demande donc publique, nationale. Donc déjà, tout le monde sait qu'il faut aller et rapidement vers cette école républicaine. Équité. Écoutez, je ne crois pas que quelqu'un a besoin n'a pas besoin de convaincre quelqu'un de l'importance d'une école républicaine. Nous sommes dans un seul pays. Si nos enfants ne sont pas sous les mêmes toits, si nos enfants n'ont pas les mêmes chances, les mêmes enseignants, les mêmes professeurs, les mêmes outils et supports didactiques, les mêmes manuels scolaires, nous sommes dans 2 États. Et ce n'est pas possible. Il faut dépasser ça. Il est grand temps. Il est très grand temps. Mais je dis aussi que l'école républicaine, on n'a pas commencé seulement l'année passée.
Nous sommes à sa deuxième année, effectivement. Mais quand monsieur le directeur parle de 3500 salles de classe, on ne construit pas 3500 salles de classe en 2 ans. On a conçu 3500 salles de classe en 3 ans. C'est pour préparer cette école républicaine, c'est pour le problème d'accès. Et une petite opération mathématique, si on fait 3500 divisé par 6 classes, c'est-à-dire une école complète, et nous en avons aujourd'hui seulement 1200 écoles complètes, c'est-à-dire écoles à 6 niveaux. Donc ces 3500, une fois divisé par 6, nous aurons 583, et j'ai calculé 583 écoles complètes construites en 3 ans. Et nous n'avons que 1200 moins les 583, donc on avait auparavant 700, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En 3 ans, nous sommes parvenus à construire 583 écoles. Si on divisait les 3500, je ne parle pas des 1000 qui sont en cours. Vous voulez dire que c'est une opération mise en place depuis un parfait. moment. Bon, voilà, nous sommes sur ça. Si je dis si on parle, mon collègue vient de le dire, de 9000 enseignants qui ont été recrutés. 9000 enseignants. 9000 enseignants, c'est déjà plus de 50% de tout ce qui a été recruté à la Mauritanie depuis l'indépendance. L'autre soir, j'ai fait un petit calcul, j'ai trouvé que si on prend 9000 enseignants divisés par 3 ans, 365 fois 3, ça fait 1095. 9000 divisé par 1095, c'est-à-dire que nous allons recruter 8,5 enseignants par jour. 8,5 enseignants par jour, même les jours non ouvrables. C'est un très grand effort qui a été déployé pour parvenir pour vraiment parvenir à avoir cette école républicaine. Sur le plan, ça c'est au niveau de l'infrastructure. Mais il y a aussi la qualité en plus. Si on parle de la qualité, nous avons des enseignants qui n'avaient pas eu jusqu'à présent la formation initiale demandée vraiment. Nous avons commencé par la restructuration des écoles normales des instituteurs. Parce que les écoles normales d'instituteurs, ce sont eux qui pourvoient le système éducatif en enseignant. Si l'enseignant n'est pas très bien formé, c'est que c'est faussé à la base. Alors, la restructuration des ENI a porté sur le profil d'entrée de l'enseignant lui-même. Comment accéder à l'ENI? Il y a un concours, mais il y a aussi un diplôme. Et il y a une moyenne dans certaines disciplines que si le candidat n'a pas cette moyenne, il ne peut pas accéder à cette ENI. Une formation certificative de 2 ans pour l'attractivité, mais il faut attendre encore 1 année pour la titularisation. Donc il est sous loupe, même s'il n'est plus à l'école normale des instituteurs, il est encore sous loupe pendant 1 année suivie. Est-ce qu'il va vraiment arriver? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir se prendre en charge? Nous avons, pour l'attractivité, créé une année pour les licenciés et maîtrisards, enseignant principal, qui aura le même indice qu'un professeur du collège. Ça, c'est pour attirer les grands diplômes et de très bons candidats. Nous avons aussi travaillé sur le traitement et salaire. Et je dis ici, avant de commencer, que pour grand que soit le salaire qu'on octroie à un enseignant, il ne sera jamais suffisant, vu l'effort mené et vu l'importance de la tâche qu'il mène. Mais nous avons aussi travaillé sur le traitement et le salaire, les indemnités. Nous avons travaillé aussi sur les conditions et l'environnement scolaire, côté gardien, côté toilette, côté sécurité en milieu scolaire. Parce que toutes les écoles aujourd'hui, du fondamental, sont gérées et prises en charge normalement par les mairies. Et ces mairies, nous avons des gardiens, nous avons des toilettes, nous avons de la sécurité. Tout ça, c'est pour l'attractivité et pour ramener la confiance dans le temps qu'avait cette confiance de l'école publique et qui a commencé à être perdue. Donc, c'est pour vous dire, pour ne pas beaucoup monopoliser la parole, c'est pour vous dire que tout a été préparé bien en avant, le maximum qu'on puisse faire. Nous comptons faire encore plus et davantage, mieux. Mais nous avons très bien préparé notre école républicaine et que les Mauritaniens ici qui m'écoutent sachent que c'est irréversible l'école républicaine.
Je respecte beaucoup l'enseignement privé, qui est un partenaire privilégié, comme l'a dit M. Abdallah Sao, qui a contribué beaucoup à la qualité et au taux d'admission de notre baccalauréat, de notre brevet et de nos concours. Mais la loi d'orientation stipule que l'extinction progressive de cet enseignement privé au fondamental a été commencée. Pas de première année l'année passée, pas de deuxième année cette année. L'extinction progressive. Et il va, et c'est un choix que la Mauritanie a fait. Le peuple mauritanien, lors de ses concertations nationales sur l'éducation, a choisi ceci. Et c'est un choix. Monsieur Voilà. Nagy, Et l'équité demande aussi l'équité. On ne peut pas avoir deux pays. Il n'y a pas trois pays en Mauritanie. Voilà. Nous allons revenir tout à l'heure Merci. sur les partenaires autres. Nous allons essayer, nous tentons depuis tout à l'heure de joindre au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi, Monsieur Ahmed Mahmoud Soued Ahmed, qui est le directeur régional de l'éducation nationale au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Le Dren. Si vous m'entendez, alors dites-nous quelles procédures ont été définies pour l'ouverture de l'année scolaire au niveau de votre wilaya. Comment cela se passe là-bas? Je n'ai pas parfaitement entendu la question, mais de toute façon, je peux vous dire que les préparatifs pour qu'il y ait un bon commencement de l'année scolaire 2023-2024, je peux vous dire, sans risque d'être démenti, que les préparatifs vont bon train. On a eu à affronter un très grand défi, à savoir l'absence totale presque des parents d'élèves qui sont à l'extérieur d'ailleurs pour le moment. Mais, alhamdoulilah, une sensibilisation de très grande envergure a été faite à sillonner les différents coins de la wilaya. Et j'ai remarqué que depuis hier, le monde commence à rentrer. Ce qui veut dire que les classes encore commencent à s'alimenter à l'élève. Monsieur Le Dren, dites-nous, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes disons, petits soucis dans les autres villes du pays face à, je veux dire, disons que les élèves ne sont pas venus en très grand nombre dans les classes? Madame, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes confronté au problème qu'on a ici, disons, à Nouakchott, face aux élèves qui sont encore des places qui manquent, des élèves qui sont manquants dans les classes? L'affluence au niveau des salles de classe? Pardon, des élèves qui sont encore? Nous semble que le réseau soit pas très bon. Non. L'affluence, comment se déroule l'affluence au niveau exemple, de la wilaya du Hod El Gharbi? Je ne commence pas à entendre. Malheureusement, je n'entends rien, malheureusement. Alors, il faut répondre. Oui, nous essayerons de rejoindre Monsieur Ahmed Mahmoud Dren du Hod El Gharbi tout à l'heure, en espérant que le réseau soit beaucoup plus prompt. Voilà. Alors, dites-nous, pour revenir un peu au partenariat, tout à l'heure, Monsieur Ba parlait du partenariat, vous en parlez tout à l'heure également, Monsieur Sao, du partenariat entre les ministères, entre les différentes structures qui s'occupent un petit peu de l'éducation, mais pas seulement. Hein. Comment cela se passe, comment cela se déroule, hormis le fait qu'il y a eu des constructions de salles de classe et autres, mais pour l'appel qu'a fait tout à l'heure M. Ba concernant une plus grande solidarité avec le ministère de l'Éducation aujourd'hui face à cette école républicaine, face à l'éducation et l'ouverture des classes. Merci. Comme a dit M. Batili, il y a plusieurs départements qui sont chargés de l'éducation, qui ne sont pas seulement le ministère de l'Éducation. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, on l'a dit. Il y a le ministère en charge de l'enfance et des affaires sociales. Il y a le ministère des Affaires islamiques parce qu'ils ont l'enseignement originel. Il y a le ministère de la formation professionnelle. Mais il y a d'autres ministères qui entrent en action. Par exemple, le ministère de l'Intérieur qui gère au niveau régional, nos directions régionales qui suit l'absentéisme des enseignants, la présence ou l'absentéisme des enseignants. Mais il y a aussi le ministère des Finances qui est là
qui disponibilise les moyens donc, pour sous-tendre cet effort de l'offre éducative. Je rappelle que le ministère a fourni beaucoup d'efforts parce qu'on a parlé des salles de classe, on a parlé des ressources humaines, mais il y a aussi quelque chose qui est un aspect très important, qui est le manuel scolaire, qui est un support pédagogique non négligeable. L'Institut pédagogique national a éjecté dans ses kiosques à l'intérieur du pays plus d'un million de manuels scolaires, toutes disciplines et tous titres confondus. Et il y a quelques années seulement, on parlait des dizaines de milliers. Maintenant, on raisonne par millions. Donc, c'est déjà très important. Il y a aussi un aspect beaucoup plus important, non moins important des infrastructures, qui est le mobilier scolaire. Depuis 2019 à nos jours, notre département a acquis 98 500 tables-bancs, ainsi répartis. 15 000 tables-bancs, donc c'est un marché organisé par le ministère en 2020. 25 000 tables-bancs en convention avec le ministère de la formation professionnelle à travers les CFPP au niveau des régions. 45 000 tables-bancs acquises par partenariat avec le projet éducation sur financement Banque mondiale dans les régions du PASEP, les 6 régions du PASEP, qui, je le rappelle, ce qui sont Nouakchott-Sud, le Gorgol, le Guidimaral, la Saba et le Dohod. Et puis ce marché a connu la signature d'un avenant de 13 500. Ça fait un total de 98 500 tables-bancs. Je rappelle que toutes les salles de classe réceptionnées depuis 2019 à nos jours sont équipées en tables-bancs. Je rappelle aussi que toutes les écoles complètes sont vraiment complètes. Parce qu'il y a un logement de directeur, il y a un bloc administratif séparé, où il y a une salle de repos pour les enseignants, il y a un bureau, une bibliothèque, un magasin, etc. Il y a suffisamment de blocs de latérines. Les clôtures sont des clôtures vraiment qui permettent d'assurer la sécurité requise. Donc, tout cela, c'est pour créer cette atmosphère attractive, pour rétablir ce rapport de confiance entre notre école publique, notre école républicaine et ses usagers qui sont les citoyens mauritaniens. Nous allons revenir tout à l'heure sur justement sur les manuels scolaires et autres. Nous allons essayer de joindre M. Ahmed Mahmoud. Bonsoir, enfin rebonsoir. Dites-nous, est-ce que vous nous entendez? Oui, d'accord. Oui, je disais comment se déroule cette première semaine, l'affluence au niveau du Hod El Gharbi, la disponibilité justement des salles de classe praticables et aussi la disponibilité des manuels scolaires. M. Saro en parlait tout à l'heure. Bon, si j'ai bien compris, je peux dire que les salles de classe, nous avons 1075 salles de classe qui sont accueillantes, c'est-à-dire disponibles à accueillir les élèves. C'est vrai qu'il y a eu des salles de classe qui ont souffert, je dis bien, de l'influence de l'hivernage, mais quand même, on les a réhabilitées. Et je peux dire qu'on n'a aucun problème maintenant pour accueillir les élèves dans ces salles de classe. Ensuite, nous avons pas mal de nouvelles constructions, comme mon frère Abdallah vient de l'évoquer tout à l'heure. Nous avons de nouvelles écoles qui viennent d'être réceptionnées. Elles sont parfaitement équipées en tables, en matériel didactique. Et chaque école comprend, s'il s'agit des écoles, des établissements secondaires, elles constituent pas seulement les salles de classe et la clôture, mais aussi les blocs administratifs, les latrines, les tables à l'intérieur des classes, etc., etc. Alors, pouvez-nous parler un petit peu de l'affluence au niveau parce que d'aucuns se plaint un petit peu qu'il n'y ait pas une grande affluence, le ministre en a parlé tout à l'heure, au niveau des salles de classe. Est-ce que c'est le cas au niveau du Hod El Gharbi? Est-ce que oui, la présence des élèves, la présence des élèves au niveau des salles de classe. Plus. Je n'entends plus rien. Il semble, c'est un petit peu compliqué. Oui, la connexion n'est pas très bonne. Parlons un petit peu, avant de revenir un peu de la disponibilité des manuels scolaires aujourd'hui au niveau, vous parlez de milliers de manuels scolaires, on en a parlé également dans le journal précédemment. Aujourd'hui,
l'importance justement d'appuyer un petit peu cette école et d'appuyer aussi les réformes que nous faisons au niveau de l'éducation, la disponibilité des manuels scolaires. Parfait. Moi, je commence par un chiffre. Je vous dis qu'en 2019, pardon, il y avait 48 000 manuels scolaires distribués. En 2019, 48 000. Maintenant, ça vient de le dire, moi je vous dis, le chiffre c'est 1 850 000 manuels scolaires distribués. Et si on fait un petit... J'aime beaucoup les chiffres, moi. Oui, je vois que vous êtes très mathématicien. Voilà. J'ai du mal à suivre un peu parce que je n'ai jamais été forte en maths. C'est une manie chez moi parce que les chiffres sont très parlants. Et en 2024, nous aurons à distribuer 3 millions de livres. En plus de leur disponibilité, c'est support numérique. Et ça, c'est très important. Le manuel, pour qui le veut, il passe à l'IPN, il insère en flash, il peut faire le nombre de copies qu'il veut. En plus de 1 million 800 qui ont été distribués. Et faites la différence entre 48 000 et 1 million 800. En plus, l'année d'avant, on a distribué 72 000 annales de terminales, toutes disciplines de base confondues et toutes filières confondues aussi pour les élèves de terminale. Et ça a eu son impact sur les résultats du bac que je ne peux pas passer sans vous en parler un peu. Si on sait qu'en 2021, on avait un taux d'admission de 14,06%, en 2022, on a 20,74%, en 2023, nous avons 27,27% en 2023. Ce n'est pas encore suffisant et loin de l'être. Oui. Mais même quand on passe de 14 à 27, c'est 13 points en 3 ans. Et ça, c'est très, très, très important et ce n'est pas facile à atteindre. On vient de loin. On vient de loin. Au brevet, on avait 20 en 2021, 27 en 2022 et 39 en 2023. Donc, la flèche est ascendante. Au concours, et ce n'est pas la même chose parce que le concours, ce n'est pas un examen. On parle de 53, de 55 l'année suivante et de 59,5 cette année. Si maintenant, pour parler, parce que si qui parle de manuel scolaire disponibilisé parle de la qualité, nous avons réécrit les programmes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental. Pour l'enseignement fondamental, ils ont été réécrits avec l'esprit de la réforme. Déjà, pour les 6 années. C'est déjà là. Pour aussi, et là je l'apprends aux Mauritaniens qui ne l'ont pas encore entendu, nous sommes sur la production de leçons préparées pour les enseignants et les professeurs. Elle est en cours, certains nouveaux sont déjà disponibles. C'est le ministère qui produit. Parfait. Qu'est-ce qu'il produit? Laissez-moi expliquer un peu aux gens qu'est-ce qu'on entend par ces leçons préparées. Moi, je viens de parler d'une formation initiale qui laisse à désirer. On a restructuré ça s'est amélioré. Mais la formation, nous avons des prestataires de services qu'on recrute, bien sûr, avec des diplômes très, très intéressants. Mais nos enseignants, il y a 3 enseignants. Donc les niveaux et la formation académique doivent être revus à la hausse, en moyen et en bon. Nous allons produire des leçons préparées. Nous en avons déjà commencé. L'autre jour, le ministère a donné ses instructions pour que tous les niveaux soient couverts. Les leçons préparées, c'est une formation initiale qui est là. C'est un encadrement de proximité qui est là. C'est un manuel scolaire qui est là. C'est une progression de programme qui est là. L'enseignant, c'est l'équité qui est là, parce que l'enseignant aura déjà quelque chose qui balise le cours qu'il a dispensé, qu'il est pas seulement qui balise, mais il lui donne le contenu même à dispenser, de telle sorte qu'à Birmograin ou à Néma, le cours dispensé le 25 octobre 2005 soit les mêmes. Si l'enseignant est excellent, c'est une plus-value. S'il est moyen, c'est une plus-value. S'il est plus ou moins, c'est nécessaire pour lui. Et quand là, on va produire pour tous les niveaux, du fondamental à la terminale. Pour toutes les disciplines du fondamental et pour toutes les disciplines de base
du collège et des lycées. Et là, ça va certainement booster les niveaux d'acquisition des enfants qui auront un très bon enseignement, un très bon contenu, Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire tout à l'heure avant de revenir, monsieur, vous êtes professeur aujourd'hui, une poste d'université certes, mais vous êtes professeur. Les manuels scolaires aujourd'hui, les cours préparés et justement la formation des enseignants, ceux qui doivent former, comment vous voyez un petit peu la chose Très bien, la merci progression beaucoup. de cette courbe. Si vous voulez, sur le manuel scolaire ou le matériel didactique de façon générale, la nouvelle réforme, la loi d'orientation, fixe des choses très précises. La première chose, c'est qu'il y a une commission du curriculum qui doit être mise en place. C'est cette commission du curriculum qui va regarder l'ensemble des programmes pour au moins l'éducation de base. Et ça, c'est un mécanisme très important. Le ministère vient de nous informer qu'effectivement, il y a une révision des programmes en cours. La commission du curriculum va regarder cela. Parce qu'il faut quand même préciser qu'en Mauritanie, depuis 2000, on est sur l'approche par les compétences, l'APC. C'est très important. Quand on va réécrire le curriculum, comme il l'a dit, il faudrait partir de la première année jusqu'à la 9e année pour l'éducation de base. C'est un tronc commun continu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la compétence du manuel scolaire appartient à l'Institut pédagogique national qui a 3 fonctions. La conception, la production et la distribution. Par rapport à la réforme actuelle, si on veut que le manuel arrive dans les mains de l'enfant, parce que c'est ça qu'il faut, il faudrait que l'enfant dispose d'un support écrit qui lui permette de consolider ses apprentissages. Il faudrait regarder, et c'est ce que je crois le ministère a fait il y a 3 ou 4 semaines dans un atelier, sur la fonction de distribution. La chaîne du livre. La chaîne du livre. C'est-à-dire qu'après, il va remonter sur les 2 autres fonctions, mais pour le moment, il faudrait garantir l'accès de ce manuel à l'élève. Il est vrai qu'il y a des difficultés par rapport à cela. Le schéma qui semble être retenu, c'est de mettre au moins le manuel au sein de l'école. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut que l'enfant ait son livre. Parce qu'à l'école, il rentre chez lui avec, c'est tout à fait différent. Parce qu'il peut continuer à réviser avec. Il est vrai que les coûts sont assez importants. Donc l'alternative, c'est que si, par rapport à la réforme, on arrive quand même à distribuer ce manuel dans les écoles, il faudrait songer à faire un cahier pour l'élève. Et ce cahier serait individuel. Et dans ce cahier, il aura les leçons et les exercices à faire. Ce cahier, il peut effectivement en être propriétaire, le léguer éventuellement à son petit frère qui suit, etc. Donc ça, c'est très important dans la réforme de voir cet aspect-là. L'accès de l'enfant aux livres. Quand on parle de manuel scolaire, on ne parle que de livres. Il y a toute une autre gamme de matériel didactique, compas, règles, etc., qu'il faudrait aussi assurer. Les intrants pédagogiques. La deuxième chose qui est importante, c'est que, pour revenir à une des questions que vous avez posées, comment les ministères collaborent. La réforme elle-même, la loi 2022-023 dit qu'il faut mettre en place un comité national de la réforme. Ce comité national de la réforme est composé de tous les ministères parties prenantes à la réforme et a 2 fonctions. La première, c'est de décliner tous les textes d'application de la loi, et la deuxième, c'est le suivi de la réforme, des objectifs de la réforme. Ce comité doit être effectivement un lieu où tous les ministères parties prenantes doivent dialoguer. Et ça, c'est très important de mettre en place ce dispositif. La troisième, c'est, vous avez parlé des enseignants, et ça, c'est une donnée importante. L'enseignant, c'est celui qui vous dispense un savoir que vous allez garder toute votre vie. Donc, sa formation, sa présence, pas à l'école, mais en classe, est fondamentale. Naji a rappelé tous les efforts qui ont été faits.
pour l'incitation des enseignants, et c'est très bien. Il faudrait peut-être rappeler aujourd'hui le rôle de l'enseignant justement dans la rentrée scolaire, dans la réussite aujourd'hui de cette école. Le rôle de l'enseignant dans la rentrée scolaire, d'abord, l'enseignant ne rentre pas le même jour que les enfants, je crois. Je parle sous votre contrôle. Il rentre en principe avant. Il prépare sa rentrée. Et je crois que dans la tradition, après la rentrée, le directeur de l'école fait un rapport d'entrée. Il produit un rapport pour décrire comment s'est faite son entrée. Présence des enseignants, des élèves, des intrants, etc. Comme je l'ai dit, l'enseignant, c'est celui qui vous dispense un savoir. C'est le premier à vous prendre en charge. Vous arrivez à 6 ans, première année, c'est lui qui vous prend en charge. Et l'objectif de la réforme est ambitieuse à telle enseigne que, au bout de 4 ans, si on respecte ce qui est dit, vous devez savoir lire, écrire et compter. C'est-à-dire, vous ne retombez plus dans l'analphabétisme. Et ça, c'est l'enseignant qui le garde. Mais pour le faire, il faut qu'il soit en classe, et il faut qu'il soit en classe pour 30 heures. Pas 1 heure ou 15 minutes de moins. La complétude de ces heures d'enseignement doit être acquise et doit être garantie. Et à cet égard, en Mauritanie, il y a un décret spécifique qui gère ces absences, ces présences de l'enseignant. Il suffit tout simplement d'appliquer le décret. Moyennant, effectivement, que les conditions de l'enseignant s'améliorent, et je crois qu'on les a rappelées ici, les indemnités, etc., et ça va continuer à s'améliorer parce qu'il y a un dialogue avec lui constant pour qu'il soit un bon indicateur de l'école républicaine. Je ne sais pas si je peux être clair. C'est-à-dire que lui, performant, l'école républicaine est performante, elle est attractive. Lui, moins performant, effectivement, l'offre éducative, moi, je vais aller la chercher ailleurs en tant que parent d'élève. Et le rôle aujourd'hui de ces parents d'élèves-là, le rôle des parents d'élèves. Alors, le rôle des parents d'élèves. Vous savez, la réforme de 1999, on a introduit l'association des parents d'élèves dans la loi. Cette association est reprise dans la loi actuelle. Mais il y a 2 mécanismes de mobilisation des parents. Il y a 2 mécanismes. Il y a l'association des parents d'élèves, l'APE qu'on connaît, qui est bien structurée, etc., qui fait un travail de sensibilisation. Et vous avez un deuxième mécanisme qui a été introduit, c'est le comité de gestion de l'école, COGES, qui, lui, réunit des éléments de l'APE, mais d'autres acteurs aussi, en vue de gérer l'école. Et il y a un décret spécifique y relatif. Donc les parents, en fait, le parent, c'est qui? C'est moi. C'est vous, c'est lui, c'est lui. J'ai mon enfant qui doit aller à l'école, je lui assure la meilleure offre éducative possible, selon mes moyens. L'État nous dit donc, moi je mets en place une école qui va tous vous réunir. Et vous devez tous aller à cette école. Que vous soyez riches, pauvres, etc., vous devez aller à cette école. Ok, moi, parent, j'évalue effectivement l'offre éducative. Je vois quelle est sa valeur ajoutée comparativement à ce qui peut exister. Donc, la loi, ou en tout cas les principes généraux qui ont été, ou les orientations générales, c'est que cette école, effectivement, à terme, va couvrir ce qu'on appelle le primaire, les 6 années de scolarité. Ça, c'est clair. Et donc, progressivement, on va aller vers l'extinction de l'autre offre éducative privée. Or, avant 1980, on était tous à l'école publique. Elle était républicaine. On ne l'appelait pas républicaine, mais c'était l'école publique. C'était l'école publique. Parce qu'il n'y avait pas une autre offre alternative. Aujourd'hui, donc, le travail que le ministère et les autres ministères doivent faire, et le Haut Conseil de l'éducation, et tous les acteurs, en fait, toute la communauté éducative, c'est que cette école républicaine soit performante. Si elle est performante, elle sera attractive, et donc, moi, parent, j'ai intérêt à envoyer mon enfant parce que je vais faire du pouvoir d'achat. C'est-à-dire tout ce que je devais payer, mais l'État prend en charge. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je gagne là-dedans. Je gagne. C'est ce discours-là qu'il faut véhiculer. C'est-à-dire que l'école républicaine doit être performante pour qu'elle soit identifiée comme une offre de qualité. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui ont les moyens, ils vont faire quoi? Ramener leurs enfants dans d'autres pays, peut-être? Voilà, la migration éducative. Et ça, ce n'est plus, comme a dit Sow, l'équité, la justice, etc. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur la mise en œuvre de cette réforme, qui est ambitieuse, innovante.
mais qui demande effectivement une mobilisation assez importante de toutes nos intelligences pour faire de cette école républicaine une référence. Pour que, effectivement, je ne me pose plus la question, mon enfant doit aller à cette école. Je ne me pose pas de question, parce qu'elle fait une offre de qualité. Donc il faudrait agir sur ce qu'on a dit, l'enseignant, sur le manuel scolaire. Il y a une autre dimension, les programmes, bien sûr, et ça, je crois que la réforme des génies est assez avancée, et je crois qu'à terme, d'ailleurs, les gens qui vont faire des génies ne pourront plus choisir que là où ils ont fait leur formation. Et ça, c'est une réforme majeure, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aller ailleurs. Mais d'autres déterminants importants de cette école républicaine, on n'en a pas encore parlé, il faudra en parler, c'est la cantine scolaire. La cantine scolaire? Ah oui. Je vous donne des chiffres. Je vous donne des chiffres. Oui, je connais les chiffres. Tu vas Oui, les donner après. Je veux bien, moi, entendre les chiffres. Vas-y, donne les chiffres. Je vais vous donner des chiffres. Ouais. Vous savez, les cantines scolaires, je parlerai en 2019, on avait 48 000 rationnaires. 48 000 rationnaires de cantines scolaires. Élèves qui ont accès à ça. Maintenant, nous sommes en 2023, nous sommes à 199 000 rationnaires. Et comment cela est réparti? Hein? Comment cela est réparti? À 1200 cantines scolaires, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, 1200. Hein? 1240. Voilà. Je n'ai pas les chiffres, je peux les chercher ici, il est là, à côté de moi, parce que j'ai toujours mes chiffres à côté de moi. Mais si je dis que nous sommes à 200 000 rationnaires, nous savons, au fondamental, je crois, dans les 700 000 élèves. C'est déjà presque le tiers. Hein? Et là, on cible les couches les plus défavorisées. C'est bien ciblé. Il y a un grand effort aussi mené par un autre partenaire qu'on appelle les Suèdes, qui opère dans 4 ou 5 wilayas, dans 5 wilayas, et qui, lui, pour la rétention des filles à l'école, offre des bourses. Et ça aussi, c'est très, très, très important. C'est pour dire que les cantines scolaires, on en tient compte vraiment. Mais je veux un peu rebondir sur quelque chose que M. Bachili, mon collègue du HC, vient de dire. Pour ce qui est du suivi, et là nous sommes dans la gouvernance. On parle maintenant de la qualité à la gouvernance. Mais avant de passer à cette affaire de suivi, je vous dis qu'en termes de qualité, nous avons 2 nouveaux pôles qui ont été... On avait 4 pôles de l'enseignement secondaire, de suivi de l'enseignement secondaire. Maintenant, nous sommes à 6 pôles de suivi de l'établissement de l'enseignement secondaire. Nous avons recruté pour l'encadrement de proximité, pendant ces 3 années, 120 inspecteurs. Nous venons de terminer avec la formation de 270 conseillers pédagogiques. Il faut savoir que si je dis 270 conseillers pédagogiques, c'est le nombre de conseillers pédagogiques que nous avons en fondamental. Tous les conseillers pédagogiques du fondamental ont été formés sur les techniques d'encadrement et d'inspection. C'est pour booster un peu l'encadrement de proximité. Pour ceux qui ne... C'est un peu technique le terme, c'est-à-dire le suivi, l'orientation, l'accompagnement de l'enseignant en classe pour qu'il fasse de son mieux pour l'amener à produire de son mieux pour que les savoirs qu'il dispense soient parfaits. Donc, c'est le plan qualité, nous avons fait ça. C'est le plan, maintenant, gouvernance. Et là, j'apprends à tout le monde que nous avons venu, c'est un arrêté fixant la gestion de carrière, les affectations, l'imitation. Notre ministère vient de dire l'autre soir à la télévision, c'est un 6e seulement des demandes d'imitation a été exécuté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de laxisme, de clientélisme, de, je ne sais pas moi, pour être invité, pour venir ici à quelque chose, je crois qu'il y a eu 10 ou 15... Est-ce que les conditions aussi sont mises en place justement pour retenir ces enseignants-là? Parce que quand la gestion de carrière, les affectations, tout ça, c'est maintenant, c'est géré, c'est très très bien critérié. La promotion, ça c'est la gestion de carrière, est très très, très important et c'est en concertation avec les syndicats et les autres partenaires d'éducation. Donc ça c'est au niveau de... Ça c'est très très bon pour la gouvernance. Nous avons installé le système serrage qui suit de très près. Chaque enseignant maintenant, nous savons son positionnement. Il n'y a plus possibilité d'avoir un surplus enseignant dans telle école ou dans telle région. Non, c'est géré
sur le plan informatique, on sait nos enseignants où ils sont, nous savons que telle région qui a tel nombre de divisions pédagogiques a besoin d'un tel nombre d'enseignants, et c'est ce nombre d'enseignants qui sera redéployé dans cette région. Plus de surplus. Et quand il n'y a plus de surplus, c'est-à-dire que les ressources humaines sont très bien gérées et très bien maîtrisées. Je rebondis un peu, excusez-moi de le dire parce que j'avais oublié de le dire, cette année pour accompagner l'ouverture, une circulaire a été envoyée en août. On envoie maintenant tout ce que nous avons, on envoie ça en août. Les imitations ont été faites fin septembre, début septembre, hein? C'est-à-dire que tout a été prêt avant l'ouverture. Monsieur Bachiri, ne vous en faites pas pour l'immigration éducative. Ne vous en faites pas. Nous savons, vous savez mieux que moi, tout le monde le sait, nous travaillons à faire équité et performance pour notre système éducatif. Que la population, que le peuple mauritanien nous accompagne et que nous aide à aboutir à cette fin. Et c'est un objectif qu'on atteindra. Sinon, il n'y aura plus de Mauritanie. Monsieur Nazim, nous avons pris beaucoup de temps tenter de joindre une dernière fois Monsieur Le Drain du Hod El Gharbi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est pour connaître un petit peu la situation au niveau du Hod El Gharbi, à l'intérieur du pays, comment la rentrée scolaire se déroule, est-ce que vous avez les enseignants qu'il faut, est-ce que vos écoles sont équipées comme il faut, est-ce que vous avez les manuels scolaires qu'il faut et les conditions sont réunies justement pour une bonne rentrée? Vos écoles sont équipées comme il faut, est-ce que vous avez les manuels scolaires qu'il faut et les conditions sont réunies justement pour une bonne rentrée? Bon. Je pense que j'ai deviné sur quoi porte la question. En tout cas, je peux dire qu'on n'a pas eu trop d'absents. On a signalé aujourd'hui deux absents au niveau du fondamental et des absents au niveau du secondaire. Le reste des enseignants est en place. Surtout, les directeurs des établissements secondaires et des établissements primaires sont présents. On n'a signalé aucune absence d'un directeur. Le problème qui se pose pour nous pour le moment, le plus grand défi qu'on affronte pour le moment, c'est l'absence des parents d'élèves, pas l'absence des élèves. C'est-à-dire les élèves sont liés à leurs parents. Si leurs parents ne sont pas là, ça va entraîner certainement l'absence des élèves, mais quand même, à partir d'hier, le pourcentage de présence est très élevé, comparablement à l'année dernière, si on le compare à celui de l'année dernière. Quel appel aujourd'hui faites-vous, Monsieur Le Drain, aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Quel appel faites-vous aujourd'hui, justement, face à cette situation-là? Appel aux parents d'élèves aujourd'hui. Vous êtes en direct, c'est le moment. Quel appel faites-vous aujourd'hui, justement, face à cette situation-là? Appel aux parents d'élèves aujourd'hui. Vous êtes en direct, c'est le moment. Répétez, s'il vous plaît. Quel appel faites-vous aujourd'hui aux parents d'élèves, justement, aux structures de l'éducation nationale aujourd'hui pour que nous ayons une très bonne rentrée scolaire, une année scolaire, disons? Aux structures de l'éducation nationale aujourd'hui pour que nous ayons une très bonne rentrée scolaire, une année scolaire. Je pense qu'il écoute à la télé, donc ça fait... Je ne sais pas si j'ai compris la question. En tout cas, s'il s'agit d'adresser un conseil aux parents d'élèves, je pense qu'ils savent parfaitement que l'avenir de leurs enfants est meilleur que n'importe quelle autre chose. Le fait de sortir pour bénéficier de la verdure, comme il se soulage de le dire, bon, je ne veux pas citer l'objectif primordial de les sortir en dehors, mais quand même, ils doivent savoir que l'avenir, l'éducation de leurs enfants doit l'emporter sur n'importe quoi. Pour cela, je les invite à faire rentrer les élèves. Ils doivent savoir que les cours ont commencé depuis le premier jour et le fait vraiment que leurs enfants les ratent, ça ne sera pas bon pour eux. Eh bien, merci beaucoup. Je m'excuse, je n'entends pas parfaitement. Il y a une très grande discontinuité de son.
Oui, je vous comprends tout à fait. Le réseau n'est pas très bon, c'est pour cela. Mais merci beaucoup, Monsieur Ahmed Mahmoud Soued Ahmed. Je vous rappelle que c'est le drain du Had El Gharbi. C'est la question que je vais vous poser parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, malheureusement. Un message aujourd'hui que vous voulez faire passer concernant le programme, concernant ce qui a été mis en place aujourd'hui, un appel aux parents, un appel aux enseignants, un appel aux structures, aux partenaires aujourd'hui pour que nous ayons justement cette école que nous souhaitons tous. Ensemble, nous allons faire notre école républicaine. Ensemble, nous allons faire notre école républicaine. Je le dis très haut, tranquillisez-vous, messieurs les Mauritaniens, cette école républicaine est lancée, il n'y a plus c'est irréversible, c'est irréversible. Tout le monde doit y apporter sa contribution. Voilà, c'est ma demande. Monsieur Savo. Merci. Donc, je vais faire le même appel, mais j'ai oublié de souligner un aspect très important, un indicateur de l'école républicaine qui est l'instauration et l'obligation de l'uniforme scolaire. Cet uniforme a été, les besoins, à peu près 20 à 25% des besoins ont été acquis par le département et ils seront distribués au profit des enfants ici, des familles vulnérables et sur la base du registre social qui est avec Azur. Donc tous les enfants seront obligés donc, de porter une tenue scolaire qui a été instaurée par arrêté. Ça c'est très important. Première et deuxième année fondamentale. Voilà, non, c'est toute l'école fondamentale. Non, c'est toute l'école. Voilà. Donc la tenue est obligatoire. Pour les autres élèves, donc les parents sont appelés donc à acheter les uniformes scolaires et les mettre à la disposition de leurs enfants pour accéder à l'école républicaine. Donc que tous les enfants soient... Et les uniformes sont disponibles dans les écoles? Les uniformes sont disponibles pour la partie qui est prise en charge par le ministère a déjà commencé à être dans nos magasins. On a commencé à livrer même aux écoles. Pour ceux qui doivent acheter, justement. Et pour ceux qui doivent acheter, je crois qu'en concertation avec la Fédération du commerce, à travers les employeurs de Mauritanie, on a dit de mettre sur place parce qu'on a défini, on a identifié donc cette tenue par arrêté, ça a été défini. Donc, les commerçants peuvent l'acheter et les éjecter dans le marché. Un autre aspect très important pour le suivi, j'apporte la bonne nouvelle aux parents d'élèves, à nos inspecteurs, à nos structures d'encadrement, qu'un nombre important de véhicules 4x4 sera mis à la disposition des IDEN. Donc, tous les IDEN tous les inspecteurs départementaux de l'éducation seront équipés de véhicules 4x4 et tous les pôles d'inspection de l'enseignement secondaire seront équipés de véhicules 4x4 afin de suivre, de mener donc de façon ponctuelle les missions de suivi et d'encadrement. Donc, tout ça, c'est un ensemble qui permet d'affirmer que tous les éléments sont presque réunis donc pour un démarrage, vraiment, pour un lancement des jalons d'une école républicaine qui est à sa deuxième année, mais je rappelle aussi que cette école, ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement ni de l'État. Il y a eu des assises régionales, il y a eu des assises nationales, et toutes les parties prenantes se sont réunies autour de cette table. Et ça, c'est notre école que nous avons choisie, c'est l'école que nous voulons. Et l'État n'a fait qu'institutionnaliser donc le choix des usagers de cette école. Et je vous remercie. Merci à vous. Et Monsieur Ba, un message aujourd'hui que vous voulez faire passer? Non, moi, le message que je veux passer, c'est que l'éducation est l'affaire de nous tous. Dans le cadre de la nouvelle loi, c'est très clair, l'enfant est détenteur de droits. C'est nous qui sommes débiteurs d'obligations, le gouvernement, les parents. C'est nous qui sommes débiteurs d'obligations. Donc, la logique voudrait que l'on puisse travailler pour convaincre. Il faut travailler pour convaincre le parent de l'utilité de cette école républicaine. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais moi, à mon avis, il faut faire mieux et plus. Mieux et plus et plus vite. Mieux et plus et plus vite. Par exemple, moi, je vois bien tout le gouvernement descendre sur le terrain pour aller sensibiliser les gens. Oui, tout le gouvernement peut aller descendre sur le terrain pour sensibiliser là où il y a des goulots d'étranglement.
massivement pour effectivement montrer les avantages et la valeur ajoutée de cette école. Je crois que c'est assez important de faire ça. Voir tout le gouvernement dire, ok, monsieur, nous avons des goulots d'étranglement pour X raisons, parce que les raisons sont très diverses chez les parents. On va faire effectivement vraiment un coup de poing très fort. Jouer sur la communication. Jouer sur la communication, descendre le gouvernement sur le terrain, expliquer quelle est la valeur ajoutée de l'école républicaine et démontrer cette valeur ajoutée-là. En tout Je cas, vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci, monsieur Naji Saïd. Je vous rappelle que vous êtes inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Merci également à vous, monsieur Abdellah Sao, directeur du patrimoine et de la maintenance au ministère de l'Éducation. Et merci à vous, professeur Moussa Bacheli Ba, professeur de l'université et membre du Haut Conseil de l'Éducation. Et merci également au drain du Hodel Gharbi, M. Ahmed Mahmoud Soued Ahmed, même si malheureusement avec le réseau, la communication n'était pas assez facile. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous accompagne tout le temps et toujours au mieux pour la réalisation de cette émission. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.